Alors, est-ce que vous pouvez nous écrire dans le chat pour nous dire si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien et si vous voyez bien la présentation aussi? Bonjour Julien, bonjour tout nickel, Estelle, Bonjour Emma, Sophie, Clémence. Bon, bah, trop tout a l'air chouette. bon du coup. C'est bon, ça a l'air d'être, C'est donc on parfait. va juste, on va juste attendre une toute petite minute, histoire que voilà, tout le monde se connecte. Mais du coup, bienvenue à tout le monde. Je ne sais pas si c'est votre, 1re webconférence avec l'ADI ou si vous êtes des habitués? Alors, je vois déjà une question sur, le replay. Vous aurez tout sur notre chaîne YouTube. Voilà, on diffuse les replays sur la chaîne YouTube, sauf parfois quelques sujets quand les partenaires, ont eux-mêmes, voilà, une chaîne YouTube. Mais normalement, tout est dessus, donc je vous la mettrai dans le chat tout à l'heure, la chaîne YouTube de l'ADI. Tout est rediffusé. Par contre, on ne diffuse pas les slides, donc n'hésitez pas, là, voilà, si vous avez envie de faire des captures d'écran, pas de souci, mais du coup avec votre téléphone et vous pourrez aussi revoir le replay, plus tard. C'est quoi les slides? Bah, c'est ce qu'on présente là. C'est le PowerPoint en fait qu'on va présenter, enfin que Axel va présenter. Bonjour, première. Alors je vois, ouais, il y a quelques habitués, mais il y a aussi pas mal de premières. Donc, bienvenue à tout le monde. Donc, pour vous rappeler un petit peu le cadre, l'ADI, on organise une webconférence par semaine sur des sujets donc toujours liés à la création d'entreprise, hein, que vous soyez en projet ou déjà lancé. Dans votre activité. Voilà, c'est le sujet large pardon, de l'entrepreneuriat. Donc, on vous invite à regarder sur notre chaîne, sur notre site pardon, adi.org, dans la rubrique web conférence. Vous avez tous les prochains sujets qui vont avoir lieu. Et donc, n'hésitez pas. Voilà, on a plein de sujets différents. Donc, n'hésitez pas à regarder. Et en général, c'est toujours le mardi à 14h30, parfois le jeudi. Et là, d'ici 2 semaines, on a une grande campagne. Il y en aura une par jour. Donc, voilà, beaucoup de contenu, beaucoup de partenaires. Et donc, voilà, c'est très souvent animé avec nos partenaires. Donc, comme aujourd'hui, Koala ME. Et parfois uniquement par l'ADI. Hop, bon, je vois que ça y est, on est presque une centaine, donc je pense qu'on a atteint le maximum. Pour vous donner un ordre d'idée, ça dure 1 heure, la conférence. Vous pouvez poser vos questions dans le chat et à la fin, Axel prendra quelques questions. Donc là, vous êtes voilà, assez nombreux, donc on ne pourra pas rentrer dans tous les cas particuliers. Mais en tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions et on essaiera d'y répondre au mieux à la fin. Donc, pas d'inquiétude si vous n'avez pas tout de suite la réponse. On prendra les minutes qu'il faut pour y répondre ensuite. Voilà, donc très rapidement, moi, je vais vous présenter l'ADI. Donc, moi, je suis Clara, je travaille donc à l'ADI. On est une association, on s'occupe de financer la création et le développement des petites entreprises pour les gens qui ne peuvent pas avoir accès au crédit bancaire classique. Donc nous, ça fait 30 ans, plus de 30 ans qu'on existe. On a, depuis qu'on existe, financé et accompagné plus de 170 000 entreprises. Et donc, on est présent vraiment sur tout le territoire français et outre-mer. Donc, n'hésitez pas, il y a sûrement une agence ou une permanence pas loin de chez vous. Et donc, on a des bénévoles, des salariés qui vraiment vous accompagnent pour créer votre projet et surtout le financer pour pouvoir vous permettre de vous lancer. Donc voilà, vraiment le conseil, le prêt et le financement. Et on a aussi des solutions d'assurance. Et dans notre fonction de conseil et d'accompagnement, on organise, comme je vous disais, des ateliers, des choses et des webconférences. Et ça, on a la chance de se faire aider par nos partenaires. Donc aujourd'hui, on est avec Koala ME et du coup, je te passe la parole, Axel. Magnifique transition, Clara, merci beaucoup. Donc, moi, je me présente. Donc, je suis Axel, je suis le fondateur de Koala ME. Koala ME, c'est un partenaire de l'ADI depuis 2018, il me semble, donc depuis début 2018. Koala ME, donc, c'est un outil qui vise à simplifier la vie des micro-entrepreneurs. On a créé un écosystème complet qui intègre un site internet ressources pour tous les micro-entrepreneurs. C'est-à-dire que quand on cherche une information sur Google, souvent, on tombe sur tout et son contraire. Donc, nous, on filtre l'information et les informations qu'on vous donne sont des informations vérifiées et crédibles. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin d'informations sur la micro-entreprise, à aller plutôt sur notre site internet que sur Google. On est plus spécialisé que Google dans la micro-entreprise. On édite aussi par ailleurs un logiciel de gestion pour tous les micro-entrepreneurs, quelle que soit leur activité. Un logiciel de gestion qui automatise au maximum les tâches administratives qui ne sont pas en général les tâches qu'on aime le plus faire quand on est entrepreneur. Donc, il y a un premier niveau d'accès qui est gratuit. Donc, vous pouvez accéder à toutes les fonctionnalités de devis, facture, livre de compte, fichier client et aide à la déclaration de l'URSSAF qui est gratuit. Et un deuxième
un deuxième niveau d'accès qui est payant à 10 € par mois, mais qui bénéficie d'un bon plan ADI pour les gens qui sont avec l'ADI. Je vois que Pascal, vous n'avez pas de son, les autres ont du son. Tout fonctionne de votre côté, donc ça doit être de votre côté, Pascal, je suis désolé. Je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. Donc oui, je dis, on a un bon plan qui nous lie à l'ADI où on a une réduction de 50% pendant 3 mois sur les accès pro pour les personnes qui viennent de l'ADI. Donc ça, je laisserai peut-être Clara en fin de webinaire vous expliquer comment en profiter. Et ben voilà, le partenariat ADI, ça apparaît comme par miracle. Donc voilà, donc 50% de réduction sur l'accès pro pendant 3 mois. Aujourd'hui, donc, on va parler des devis et des factures. Les devis, les factures, c'est des éléments qui peuvent parfois paraître assez obscurs, pour autant, ils ont une vraie importance dans votre vie d'entrepreneur. Une vraie importance parce que ce sont des éléments de communication aussi, et surtout parce que ce sont des éléments qui doivent avoir des mentions légales qui sont incontournables, et il y a des obligations par rapport aux devis et aux factures. Donc, on va commencer par les devis. Donc, un devis, c'est quoi? Un devis, c'est une proposition écrite que vous, entrepreneur, vous faites à votre client pour une intervention ou la vente d'un produit. Proposition écrite, c'est-à-dire que c'est presque une plaquette commerciale, mais avec des tarifs, avec des conditions de vente. Ça décrit le produit ou le service que vous vendez à la personne, et ça a une durée de validité fixée. C'est-à-dire que le devis, quand vous le donnez à votre client, ce devis-là, il est valable pendant un certain temps. Pendant ce temps-là, vous n'avez pas le droit d'en modifier le tarif et votre proposition commerciale est valable pendant toute cette période-là. Donc, si vous faites un devis aujourd'hui et que dans 3 jours, vous décidez d'augmenter vos tarifs, vous ne pourrez pas impacter le devis que vous avez fait avant. Donc, pour être validé, une fois que le devis est validé, il a valeur de contrat signé. C'est-à-dire qu'un devis qui est validé, il vous engage, vous, à faire la prestation ou à vendre c'est le produit qui est inclus dans le devis, qui est mentionné dans le devis, mais il est aussi engageant pour le client. Une fois que le client a signé le devis avec marqué bon pour accord, c'est un contrat. Donc, si vous êtes à jour de votre prestation, de votre service avec lui, il n'a pas d'autre choix que de vous payer, c'est une obligation. Donc, le devis signé bon pour accord est un contrat. Donc ça, c'est important à avoir en tête. Concernant la facture, il y a plusieurs types de factures. Le rôle de la facture, c'est de constater par écrit la fin de la vente ou la fin de la prestation de service. Quand vous donnez une facture à un client, soit vous lui avez remis le produit qu'il vous a acheté, soit vous avez finalisé le service qu'il vous a acheté. Donc, c'est une fin de prestation ou une fin de vente qui est actée par le devis. Ça permet aussi de décrire de la même manière que le devis, de décrire le produit ou le service vendu, de préciser le tarif, et c'est une pièce comptable. Pièce comptable, ça veut dire que vous avez obligation de la conserver et elle a certaines obligations de mention légale aussi. Donc, il y a différents types de factures. On vous en a mis quelques-uns ici. Il y a la facture ordinaire, la facture d'acompte, la facture de solde, la facture pro forma. Donc, on va les détailler un petit peu ensemble. La facture d'acompte et de solde. Quand on fait un devis et ça engage des frais pour réaliser la prestation, je prends un exemple, vous faites de la réfection de meubles et vous avez besoin pour faire cette réfection d'un meuble d'acheter du matériel, vous pouvez très bien faire une réfection de meuble à 1 000 € et dire au client, voilà, j'ai 300 € à dépenser pour faire la prestation, donc je vous fais un devis à 1 000 € et je vous le facture avec un acompte à la signature de 30%, donc 300 € et le reste, la livraison du produit. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que sur votre devis, vous devez préciser qu'il va y avoir un acompte de demander à la commande pour valider la commande. Une fois que cet acompte une fois que le devis sera validé, la commande validée, vous pourrez à ce moment-là émettre une facture d'acompte d'un montant de 30% du montant total. Donc, dans l'occurrence, dans l'exemple que j'ai pris, de 300 €. Vous touchez cet argent-là avant même de commencer à travailler. Et une fois que votre produit est terminé, une fois que vous avez fait la réfection de votre meuble et que vous avez finalisé et livré le produit à votre client, vous lui envoyez la facture de solde, donc la facture totale de 1 000 € moins l'acompte de 300 €, donc une facture de solde de 700 €. Donc facture d'acompte pour valider la commande et pour commencer à travailler, facture de solde une fois que le travail est terminé. Donc ça permet de répartir les paiements dans le temps, effectivement, donc ça permet de ne pas investir de l'argent avant de le toucher. Donc l'acompte que vous percevez vous permet d'acheter le matériel avant de commencer à travailler, donc ça peut être intéressant aussi. Et donc il y a des obligations légales que je vous disais, donc la facture de solde, elle doit signifier aussi que les acomptes ont été payés. Donc il y a un certain formalisme à intégrer, c'est-à-dire qu'une facture une facture de solde n'est pas une facture ordinaire où il y a juste marqué la prestation. C'est marqué la prestation et en négatif le montant du solde déjà versé. Comment faire une facture d'acompte?
Donc, comme je vous disais, la facture d'acompte, le montant de l'acompte doit être précisé dans le devis et constaté par une facture d'acompte. Donc ça, c'est des obligations. Je vais réagir tout de suite aux questions que je vois passer, notamment une: quel pourcentage de la facture doit représenter l'acompte? Alors là, ça, c'est pas 30 forcément, ça peut être variable, c'est vous qui décidez. Si vous décidez que l'acompte, c'est 50, vous pouvez mettre un acompte de 50. Après, c'est une question aussi de négociation avec votre client. Si votre client vous dit: «J'ai pas les moyens de payer, 50 d'acompte, mais je peux en payer que 20 c'est aussi de la négociation entre vous et votre client. Donc pour revenir à ma présentation, donc la facture d'acompte, l'acompte doit être précisé dans le devis, donc le montant de l'acompte en pourcentage, ça doit être constaté par la facture d'acompte. Donc dès que le devis est accepté, vous devez envoyer la facture d'acompte et la facture de solde doit reprendre aussi le montant de l'acompte qui a été versé. La facture pro forma, vous avez certainement entendu souvent cette expression-là. La facture pro forma, ça vient du latin qui veut dire pour la forme. Vrai, et cette facture-là, elle n'a aucune valeur légale ou comptable. Donc elle ne sert à rien, elle a un but uniquement informatif. Donc une facture pro forma, c'est un devis qui n'est pas une proposition, c'est même pas un devis. Donc c'est juste pour informer le client du montant de vos prestations, des produits-services, s'il vous la demande. Alors, quand est-ce qu'on fait des factures? Ça, c'est une question qui est aussi intéressante, parce que maintenant qu'on sait à quoi servent les devis et les factures, est-ce qu'on est obligé d'en faire à chaque fois? Donc, pour les devis, on est obligé de faire des devis à partir du moment où le tarif de la prestation est supérieur à 150 €. C'est-à-dire que si vous faites une prestation à 100 €, vous n'êtes pas obligé de faire un devis, vous pouvez échanger avec votre client, valider le fait que vous avez travaillé avec lui pour 100 € et lui faire uniquement une facture à la fin de votre prestation ou quand vous lui avez vendu le produit à 100 €. Donc, par contre, quand ça dépasse 150 €, vous êtes obligé de faire un devis avant de commencer toute, toute démarche. Voilà. Pour toute prestation de réparation, de dépannage, si vous êtes réparateur, si vous êtes appelé pour réparer du matériel électroménager, par exemple, avant de le réparer et avant de faire la facture, vous devez absolument obligatoirement faire un devis pour établir le montant que le client va être amené à payer. L'idée qui est derrière, c'est de dire que la réparation ne vaut pas forcément le coût et que le devis doit être contresigné avec bon pour accord pour pouvoir être transformé en prestation et pour que la somme de la réparation soit due. Donc, c'est pareil, si vous faites de la prestation de réparation de travaux ou de dépannage, avant d'engager toute prestation, assurez-vous d'avoir bien fait un devis et que le devis ait été accepté. Et si jamais le client vous demande un devis, vous êtes obligé d'en faire un. Alors obligé, on n'est jamais obligé, mais si vous n'en faites pas et que le client vous en demande un, juste vous perdez le client. Ce n'est pas une obligation légale, mais si vous voulez garder le client, ça peut être pertinent de lui faire un devis à demande. Concernant les factures, quand vous faites une prestation de vente qui est supérieure à 25 €, vous êtes obligé de faire une facture. Voilà. C'est-à-dire que si vous vendez pour 20 €, il n'y a pas besoin de faire une facture. Ça ne veut pas dire ne pas le rentrer en comptabilité ou ne pas renseigner la transaction. Mais si vous dépassez 25 €, vous êtes obligé d'établir un document facture. Tout ce qui est prestations B2B aussi, je vois c'est quoi le B2B? B2B, en fait, c'est de la business to business, c'est de la vente à des professionnels. Quand on est commerçant, on peut vendre à des particuliers ou à des entreprises. Vendre à un particulier, la règle qui s'applique, c'est tant que vous ne dépassez pas 25 €, vous n'êtes pas obligé de faire une facture. Par contre, quand on vend à des entrepreneurs, quel que soit le montant de la facture, vous êtes obligé de faire une facture dès le premier euro engagé. Ensuite, vous êtes obligé aussi de faire une facture si le client vous la demande. Donc, je reprends mon exemple d'une personne qui vend à des particuliers à 20 €. Théoriquement, il n'est pas obligé de faire une facture. Par contre, si son client lui demande de faire une facture, vous êtes obligé de la faire. Et pour toute transaction à distance, on est aussi obligé de faire des factures. Quand vous êtes sur un site e-commerce, par exemple, vous êtes dans l'obligation de faire des factures. Quelles sont les mentions légales et obligatoires sur les devis et factures? Donc ça, c'est un gros morceau parce qu'il y en a quelques-unes. Pour les devis, la première chose, aussi bien pour les devis que pour les factures d'ailleurs, c'est un numéro unique. La numérotation des devis et factures, donc chaque devis et chaque facture doit être numérotée sur une chaîne ininterrompue de numéros. Classiquement, on utilise l'année, le mois et une variable qui commence par 1 au premier devis du mois et qui s'incrémente d'1 à chaque fois. L'idée, c'est d'avoir une traçabilité de vos devis et de factures pour pas qu'il y ait de trous dedans. Si vous avez un trou, vous êtes dans l'illégalité dans la numérisation de vos factures. Il faut aussi la date de rédaction du devis. Alors pourquoi il faut la date? Tout simplement parce que la durée de validité du devis doit être précisée aussi et quand on a la durée de validité, pour avoir la fin de validité, il faut la date de début. Il faut aussi l'identification du vendeur.
Donc le vendeur, c'est vous. Donc le vendeur, dans son identification, ils font plusieurs choses. Il faut votre nom et raison sociale. Donc, en général, pour les travailleurs indépendants, la raison sociale, c'est votre nom, prénom, votre adresse physique et votre numéro SIRET. Et depuis le 15 mai 2022, il faut aussi le type de structure. Donc, il faut marquer EI pour les entrepreneurs individuels, SAS si vous êtes en SAS, SASU si vous êtes en SASU avant votre nom. Il faut aussi l'identification de l'acheteur. C'est-à-dire que si vous faites une facture à un client, vous devez récupérer le nom et les coordonnées de votre client. Ce qui peut parfois être un peu pénible, mais ce qui peut aussi avoir un intérêt en termes de conservation des clients que vous avez eus, de pouvoir faire des statistiques sur les clients que vous avez eus, d'avoir une petite traçabilité. Alors, c'est quoi un SAS? Un SASU, alors SAS, c'est Société par action simplifiée, c'est un type de société. On a la SARL, la SAS, la SASU. La SAS, c'est Société par action simplifiée, donc c'est une société qui regroupe plusieurs actionnaires. Et la SASU, c'est une société par action simplifiée unipersonnelle, qui est une société avec un seul associé, qui regroupe la totalité de la société. Il faut aussi la date et la durée et le lieu de réalisation prévu pour une prestation. C'est-à-dire que si vous faites du jardinage, il faut prévoir dans votre devis, je vais venir faire de la taille de haie chez vous tel jour, à telle heure, voilà. Donc ça, il faut le préciser aussi. Il faut décrire aussi de manière détaillée ce que vous vendez et le tarif auquel vous le vendez. On ne peut pas juste dire prestation de service pour 500 € par exemple. Il faut la durée de validité du devis. Donc ça, je vous disais aussi tout à l'heure, le devis, c'est un engagement de votre part. C'est quand vous émettez un devis à votre client, vous lui dites à partir de la date d'aujourd'hui, sur la durée de validité, ma proposition, c'est de vous faire cette prestation, ce produit-là, à ce tarif-là. Et je ne changerai pas ce tarif-là pendant la durée du devis. C'est pour ça qu'il faut la durée de validité du devis et aussi la date de création pour calculer la date de fin de validité. Et enfin, il faut les informations sur la TVA. Les informations sur la TVA, il y en a de deux types. Soit vous n'êtes pas assujetti à la TVA, auquel cas il faut préciser que vous n'êtes pas assujetti à la TVA selon l'article 293b du CGI. CGI, c'est Code général des impôts. Et si vous êtes assujetti à la TVA, il faut votre numéro de TVA intracommunautaire. Pour les factures, c'est à peu près similaire. Il faut aussi un numéro unique, de la même manière que les devis. Les factures doivent avoir un numéro différent des devis. Donc, c'est pour ça que, par exemple, sur Coala-ME, la numérotation se fait automatiquement sur le logiciel. Et en fait, pour les devis, c'est DEV, DEV comme devis, avec l'année, le mois et un numéro derrière. Et pour les factures, c'est FACT avec l'année, le mois et un numéro derrière. Ça permet de différencier les factures et les devis. Donc, il faut un numéro unique et une suite ininterrompue de chiffres. Il faut la date de rédaction de la facture aussi, parce qu'il y a aussi des délais de paiement à respecter. Donc, ça vous permet aussi d'engager des procédures si le paiement n'est pas fait en temps et en heure. L'identification du vendeur, donc de même que sur le devis, votre identification à vous avec votre type de structure, avec votre adresse, votre numéro SIRET. Même chose pour l'acheteur, donc avec son nom et son adresse. Si c'est un professionnel, son numéro de SIRET aussi. Il faut le descriptif détaillé du prix, donc la même chose que sur le devis, l'information sur la TVA comme sur le devis. Et il faut préciser si c'est une facture acquittée, une facture à payer. La différence, c'est qu'une facture acquittée, vous faites la prestation, vous envoyez la facture à payer à votre client, parce qu'elle n'est pas encore payée, donc le solde à payer sera marqué le montant de votre prestation. Et après paiement, vous pouvez lui envoyer une facture acquittée. Donc c'est la même, sauf que le solde à payer est passé à 0 parce qu'il vous a payé le montant de la prestation. Et il faut la faire en 2 exemplaires, une pour vous, une pour le client. Donc on m'a posé la question il y a 2 jours de savoir si un client qui voulait pas de facture, on était obligé de le forcer à la prendre. Donc non, on peut pas forcer un client à la prendre, on peut lui proposer. S'il ne veut pas la prendre, c'est son problème. Tant que vous avez établi la facture et que vous en gardez une copie, vous êtes quand même couvert légalement. La conservation des documents. Les devis et les factures, ce sont des documents comptables, donc il faut les garder un certain temps. La conservation des devis factures, c'est 10 ans. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous émettez un devis ou une facture, vous devez les conserver pendant 10 ans minimum. Si vous avez un contrôle qui a des factures que vous ne retrouvez pas sur les 10 années précédentes, vous êtes passible de vous prendre une petite amende de 1 500 à 25 000 € s'il y a un contrôle. Vous pouvez les stocker de manière numérique ou physique. Vous pouvez avoir un classeur avec tous vos devis et factures. Vous pouvez aussi les stocker sur un cloud, ou vous pouvez, pour les utilisateurs de Coala-ME, par exemple, les stocker sur Coala-ME, qui a ces serveurs qui sont en France.
Assujetti à la TVA, qu'est-ce que ça change? Ça change quelque chose, mais c'est pas si incontournable et si insurmontable, pardon, qu'on pourrait le croire. Quand on est assujetti à la TVA, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait payer à ses clients de la TVA que nous on collecte et après on reverse cette TVA-là à l'État. Parallèlement, c'est aussi que quand on achète quelque chose, on paye de la TVA, mais l'État nous la rembourse. Donc c'est un équilibre entre les 2. Quand on est assujetti à la TVA sur les devis factures, les mentions obligatoires restent les mêmes. Il faut juste préciser donc le numéro de TVA intracommunautaire à la place de non assujetti à la TVA, article 293 B du CGI. Et il faut faire apparaître les montants hors taxes et le taux de TVA utilisé aussi en plus. C'est-à-dire que sur une facture hors TVA, vous avez le descriptif de l'article, le nombre d'articles et le montant. Et sur une facture ou un devis qui est assujetti à la TVA, vous avez la description du service, le prix hors taxe, le taux de TVA et le montant de TVA que vous appliquez. Voilà pour une présentation rapide de ce que sont les devis et factures. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions, j'en ai vu quelques-unes, j'ai répondu. Je vous propose qu'on passe aux questions-réponses. Clara, si tu veux bien activer le mode questions-réponses pour les afficher à l'écran. Ouais, tac. Alors, on Si jamais- repart du début, hein, du coup. Allez, Tac, tac, tac. Donc, ça, tu l'as dit, mais on va. Ah, pourquoi? Pardon. Non, 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 non. Voilà. ça, je crois que j'ai répondu pour la présentation. En fait, on est obligé de passer par un devis. Donc, quand on fait une prestation de plus de 150 euros, quand on fait du dépannage, je sais plus quoi d'autre, dépannage, réparation, travaux, c'est ça. Et si un client le demande. Donc, c'est pas une obligation dans tous les cas, mais sur des sommes qui sont plus de 150 euros, ça devient obligatoire. Alors, hop, une autre question. Alors ça, comme je le disais, parce que celle-là, je l'ai vu passer, le pourcentage d'acompte, j'ai surtout vu passer des réponses qui disaient 30. Le pourcentage d'acompte est fixé librement. Vous pouvez demander juste 5% d'acompte sur un devis parce que vous n'avez pas forcément besoin d'engager le client plus que ça. Après, l'acompte, il est dû à partir du moment où la commande est passée. Donc c'est aussi un engagement du client. C'est-à-dire que si vous demandez un acompte de 30% à votre client et qu'il vous le paye, même si vous n'allez pas au bout de la prestation, cet acompte-là, vous pouvez le garder. Donc, parce que c'est une avance de frais. Donc, le pourcentage est fixé librement. Après, c'est aussi de la négociation avec votre client. C'est-à-dire que si le client vous dit, moi, j'ai pas 30% de la facture à mettre en acompte, je peux en mettre que 20%. Soit vous lui dites non et vous perdez le client, soit vous acceptez, vous gardez le client. Donc, après, c'est à vous de jauger en termes de négociation commerciale, je dirais. D'accord. Alors, hop. Là, c'est des anciennes questions, mais voilà, comme ça fait une Ouais, mais petite. ça fait un petit rappel. Voilà, c'est pas mal. Euh, Donc, est-ce que oui, donc, hop. Quelle est la. Voilà, pardon. Quelle durée pour un devis? Alors, quelle durée j'imagine que c'est la durée de validité. La durée de validité, elle est déterminée aussi librement. Après, en général, classiquement, c'est 30 jours. Vous pouvez définir que votre durée de validité de devis, c'est 15 jours ou c'est 45 jours. Après, c'est à vous de voir. Classiquement, c'est 30 jours en général. Donc, ayez bien à l'esprit, avant de fixer la durée de validité, que c'est un engagement de votre part aussi. À un moment où au moment où vous éditez le devis, vous ne pouvez plus changer pour cette prestation-là le montant des tarifs que vous appliquez. Hop. La proforma ne nous engage donc pas. Non, la proforma n'est pas un engagement. La proforma, elle est uniquement informative. Sous quel délai le client doit-il régler sa facture d'acompte? Alors ça, c'est comme toutes les factures, c'est à discrétion de l'entrepreneur. C'est-à-dire que vous pouvez mettre dans vos conditions générales de vente ou dans les conditions et commentaires que vous mettez sur vos devis facture, vous pouvez mettre un paiement immédiatement à réception, vous pouvez mettre un paiement à 15 jours, à 30 jours, en fin de mois. Donc ça, c'est au libre choix. En général, la facture d'acompte, elle valide la commande et elle valide le devis. Donc en général, elle est payée à réception de la facture. C'est-à-dire qu'une fois que le devis vous a été accepté par votre client, vous lui envoyez tout de suite la facture d'acompte et pour commencer à travailler, vous avez besoin de cet acompte, donc elle est payée immédiatement. En cas de vente de produits de plus de 150 euros, le devis n'est pas obligatoire. Si. Donc si c'est sur une vente à plus de 150 euros, alors vente, je ne suis pas sûr, je vous dis peut-être une bêtise, je vérifie ça tout de suite.
Excusez-moi, c'est un peu long, l'ordinateur n'est pas super réactif. Alors, sur une vente, non, effectivement. Sur une vente, non, c'est sur une prestation, c'est plus de 150 euros. Je voulais cette précision-là, c'est pour ça que j'ai mis un peu de temps à vérifier. Donc, sur une vente de produits, si vous vendez je sais pas, un tabouret à 250 euros, vous n'êtes pas obligé de faire un devis pour le tabouret. Par contre, sur une prestation qu'il faut un devis quand c'est plus de 150 euros. Pour rappel, la différence entre une vente et une prestation, une vente, c'est un objet que vous prenez, vous achetez et vous revendez sans le transformer. Une prestation, c'est quelque chose où il y a une activité derrière, une activité soit physique, soit intellectuelle, mais c'est une activité de votre part qui transforme un produit qui n'est plus en son état initial quand vous le vendez à votre client final. Hop, merci pour la précision. Du coup, une autre sur un peu le même thème. Si prestation égale 150 euros, il faut un devis. Oui, c'est 150 euros à la limite. Sinon, mettez-le à 149,99. C'est vraiment la limite administrative bête et méchante. Sur le domaine de l'illustration, comment ça se passe-t-il quand un client refuse de payer une commande d'illustration déjà produite? Eh ben, ça se passe que si vous êtes passé par un devis qu'il a contresigné le devis, il est obligé de payer, donc vous devez faire des démarches contentieuses pour récupérer ce qui a été convenu par devis, puisque un devis est un contrat à partir du moment où il est contresigné. Si vous n'avez pas de devis, là, ça devient plus compliqué de faire payer. C'est le logiciel de facture. Oui, alors sur Qualime, en tout cas, c'est le logiciel de facturation qui donne un numéro de facture. Donc, ça permet d'avoir une suite ininterrompue, sans trou, et d'être totalement en règle à ce niveau-là aussi. Donc, sur Qualime, tout est géré automatiquement à ce niveau-là. Oui. Si on est une micro-entreprise, il faut écrire sur les devis. Alors non, il ne faut pas écrire micro-entreprise, il faut écrire entreprise individuelle. L'idée, c'est pas de spécifier exactement quel est votre type d'activité, c'est de savoir si vous êtes une société ou une entreprise individuelle. En fait, sur Coalme, par exemple, on a mis les deux lettres EI devant le nom prénom. Donc EI comme entreprise individuelle. Donc c'est cette mention-là qu'il faut mettre, soit EI, soit entreprise individuelle. C'est nous qui choisirons, oui, c'est vous qui choisissez la durée de validité. Après, avec les réserves que j'ai mises tout à l'heure, savoir que sur un devis, ça vous engage, donc plus la durée sera longue, plus le tarif sera bloqué pendant un long moment. Alors là, on a une, pardon, je te donne une petite précision, c'est par rapport à la conservation des documents. Pardon. Oui, les devis aussi, oui. Alors les devis acceptés, pas tous les devis. Devis acceptés, d'accord. Puisqu'ils servent de contrat. Alors. Prestat de service, pas de TVA. Si, c'est prestat de service peut être assujetti à la TVA. Il y a certaines activités qui ne sont pas assujetties à la TVA. Je pense par exemple à l'enseignement ou la formation, je crois. Mais la prestation de service, en général, est assujettie à la TVA à partir du moment où vous dépassez les seuils de TVA qui sont en prestation de service, je crois que c'est 34 400 euros, quelque chose de cet ordre-là. Donc si vous dépassez 34 400 euros de chiffre d'affaires annuel, vous devenez assujetti à la TVA en prestation de service. On en parlera peut-être dans 2 semaines dans la conférence Impôts et taxes. Donc voilà, d'ici 2 semaines, Axel revient, je crois que c'est le jeudi, pour nous parler du coup impôts et taxes. Et donc, il y aura plus en détail ces sujets-là de TVA. Donc, n'hésitez pas si vous êtes disponible. On traitera voilà, du sujet un peu plus en détail. Alors, tac, une autre question. Alors, en micro-entreprise, on met donc TVA à 0%, précisant l'article 193B du CGI. On ne met pas TVA à 0%, on ne met pas de notion de TVA. C'est-à-dire que sur votre devis, quand vous n'êtes pas assujetti à la TVA, effectivement, il faut mettre l'article 293B du CGI, ça c'est indispensable. Par contre, vous mettez juste tarif. Vous mettez ni DTC ni hors taxe, vous mettez juste tarif. Donc, aucune mention de TVA. Si le client paye un acompte, faut-il un nouveau numéro de facture ou est-ce le même? Non, c'est un nouveau numéro de facture. Ce sont deux numéros de facture différents. Donc il y a la facture d'acompte qui a un numéro, et la facture de solde qui a un autre numéro. On ne peut pas avoir deux factures qui ont le même numéro, c'est illégal. Qualime peut-il héberger des docs comptables dans la version gratuite? C'est-à-dire, des docs comptables, en fait, on les héberge pas, on les émet. Donc,
enfin, on les construit. Les docs comptables pour un micro-entreprise, c'est son livre de compte et il est construit à partir des devis factures qui sont générés par le logiciel. Donc les devis factures sont bien évidemment conservés dans le logiciel et le livre de compte aussi. Donc il n'y a pas d'autres données comptables en micro-entreprise. Et effectivement, quand on est sur la version gratuite, on peut aussi s'en servir sans limitation de durée ou de nombre de documents. Y a-t-il un avantage à passer par un CGA? Qu'est-ce qu'un CGA? Eric, si vous pouvez me préciser. Alors du coup, je passe à une autre question et on Je veux verra bien, si, je veux bien. Eric répond. Conservation des docs sous forme numérique, qu'est-ce qui se passe s'il y a une perte des docs suite à un problème serveur? Il vaut peut-être mieux avoir soit des sauvegardes, soit une conservation papier en tous les cas. Ça, je vous le confirme, vaut mieux avoir des sauvegardes de toute façon. Conservation papier, ça prend beaucoup de papier, ça peut être un CGA, centre de gestion de gré. Ça prend beaucoup de papier et c'est pas super écologique, c'est pas forcément top, mais ne vous contentez pas d'une seule sauvegarde, effectivement. Si vous en avez deux, c'est mieux. On ne sait jamais ce qui peut arriver. On a vu l'année dernière avec les data centers de VH qui ont brûlé, les données qui ont été perdues, donc il vaut mieux avoir une sauvegarde. Comment accéder à votre logiciel de devis facture? Eh ben, vous allez sur coalm.fr et tout en haut à droite, il y a un bouton créer un compte ou se connecter qui vous permet de créer un compte gratuit, de le paramétrer. Et si vous êtes client Adi, vous pouvez après passer par je crois que c'est Adi Connect, c'est ça, Clara? C'est oui. C'est ça. Mais si vous êtes du coup client en fait à l'ADI. D'accord. Donc, si Donc vous là, êtes vous client, avez voilà un bon plan à activer. voilà. Et avant d'activer le bon plan, vous pouvez aussi faire une période d'essai de 14 jours gratuite sans on vous demande même pas de carte bleue, juste pour tester la version pro et voir les intérêts qu'elle vous apporte. Pour vous préciser, il y a la gestion de la TVA, la gestion des impayés, la base de produits-services qui vous permet d'avoir votre catalogue de produits-services et de faire les devis en 2 clics, la personnalisation des devis factures et la déclaration automatique auprès de l'URSSAF et la synchronisation bancaire. Ça, c'est les fonctions pro qui sont accessibles. Est-il vrai qu'on doit passer par un logiciel pour réaliser un devis facture et non plus avec un tableur type Excel? Alors, c'est tout à fait vrai que les devis facture type Excel sont interdites maintenant. Depuis, je crois, 2 ans, si je ne m'abuse, enfin depuis quelques temps. Donc, on est obligé, alors pas forcément de passer par un logiciel, mais au moins d'avoir quelque chose d'adapté. Donc, ça peut être un bête carnet à souche que vous achetez chez le libraire, estampillé logiciel, estampillé facture. Voilà, après, il y a des logiciels gratuits qui existent, dont le nôtre qui permet de faire ça, donc c'est un peu dommage de s'en passer. Ça rend vraiment des services et ça permet d'être en règle. Mais oui, sur les factures Excel, ça n'existe plus, c'est interdit maintenant. Quand on vend des programmes en ligne, la personne règle directement sur le site. Dans ce cas-là, on envoie la facture directement à la personne. Y a-t-il d'autres obligations? Y a-t-il un contrat à signer ou autre ruche? Je ne pense pas que ce soit ruche. Non, quel que soit ce que vous vendiez, si vous avez envoyé la facture, s'il n'y a pas de demande complémentaire de la part du client, vous n'avez pas besoin spécialement d'un contrat ou d'autre chose. Est-ce que les professions libérales sont assujetties à la TVA? Pareil pour les e-commerce. Oui, ça dépend du seuil de chiffre d'affaires. Tant que vous ne dépassez pas alors pour les professions libérales, 34 400 €, vous pouvez rester en franchise de base TVA et du coup ne pas être assujetti à la TVA. Quand vous dépassez ce chiffre d'affaires-là sur une année, vous devenez assujetti à la TVA. Pour les e-commerce, c'est du commerce, donc le seuil est un peu plus élevé. Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais je crois qu'il est 80 et quelques mille euros pour passer en étant assujetti à la TVA. Est-il possible de faire un avenant à un devis daté et signé? Si oui, comment se passe la numérotation de l'avenant au devis? Alors oui, c'est possible. En fait, quand vous faites un avenant au devis, en général, on fait un nouveau devis, tout simplement, qui reprend les mêmes informations. Alors, un devis daté et signé, pardon, excusez-moi, j'avais mal lu. Donc, quand le devis est daté et signé, ouais, vous faites un complément, vous faites un nouveau devis que vous appelez avenant dans la description et vous mettez les références du devis signé dans la description des articles. Et après, les avenants en question. Y a-t-il des mentions EBN pour les clients à l'étranger? Oui, je crois qu'il y a le numéro de TVA intracommunautaire, par exemple, quand ils sont à l'étranger dans l'espace économique européen. Après, est-ce qu'il y en a d'autres?
Je suis pas sûr à part celui-là, mais je pense que le numéro d'identification, que ce soit Sirène ou autre chose, est indispensable de toute façon. Si c'est des clients professionnels, si c'est des clients particuliers, a priori, non, il n'y a pas d'autre mention obligatoire pour les clients étrangers. C'est à combien le logiciel CoAME pour les devis, factures, abonnements ou tarif à vie? CoAME, donc il y a un accès gratuit qui permet de faire les devis, les factures, d'automatiser son livre de compte, son fichier client et l'aide à la déclaration de chiffre d'affaires qui est gratuit, sans limitation de temps, sans limitation de volume. Après, on a l'offre pro qui vous permet vraiment de gagner du temps, de personnaliser vos devis factures, de gérer vos impayés et de faire vos déclarations de chiffre d'affaires directement avec l'URSSAF sans même vous en occuper automatiquement parce qu'on a un partenariat aussi avec l'URSSAF. Et tu as donné le montant? Pardon, je sais pas. 10 € par mois. 10 € par mois, voilà. Tac. Est-ce que ça s'accepte quoi? Est-ce que ça s'applique aux professions d'accompagnement? Peut-être, ça dépend du quoi. J'ai aussi parlé tout à l'heure, le CGA, c'est Centre de gestion agréé. Y a-t-il un avantage à passer par un CGA? Alors, en micro-entreprise, aucun, non. Juste une petite aparté. Pour la question d'Éric. OK, parfait. Là, est-ce que ça s'applique aux professions d'accompagnement? Bah, ça dépend quoi. Au niveau de la TVA, je sais pas. C'est peut-être la question qui serait la plus logique. Donc, Monia, si vous pouviez. Ah oui, je vois les factures et la TVA. Vous, les professions d'accompagnement sont aussi assujettis à la aux facturations et suivant votre secteur d'activité, a priori, à la TVA aussi quand vous dépassez les seuils. Est-il payé par chèque ou par transfert bancaire? Par chèque. Moi, perso, je préfère le transfert bancaire, ça m'évite d'aller à la banque. Je trouve ça plus pratique et plus simple. Et après, c'est plus sécurisé aussi parce que le transfert bancaire est plus rapide en tout cas. Parce que le transfert bancaire, il est fait quasiment immédiatement. Maintenant, il est fait normalement en moins de 24 heures. Donc voilà, après, c'est au libre choix. Si vous pouvez. Moi, je conseille toujours d'accepter le plus de moyens de paiement possible parce que ça peut être un frein à des clients. Si vous dites que vous voulez payer par chèque et que vos clients n'ont pas du tout de chèque, là, ça va être embêtant. Et inversement, si vous voulez payer que par transfert bancaire et que vous êtes face à quelqu'un qui ne sait pas faire des transferts bancaires et qui ne marche que par chèque, je pense à ma mère un petit peu, vous ne serez pas payé. Donc, accepter le plus de moyens de paiement possible, c'est le meilleur moyen d'avoir plus d'argent et de faire mieux fonctionner son entreprise. Comment rédiger les CGV? Qui peut nous aider? Alors, Google peut vous aider, mais Google, il fait des fois de tout et n'importe quoi, donc il faut être prudent. Un avocat peut vous aider. Je pense aussi qu'au niveau du service de la DIF, vous avez des moyens d'aider sur la rédaction de CGV, non? Alors si en agence, on a des bénévoles, avocats, oui, on peut, mais vraiment, plutôt à la marge et pour le coup, ça dépend vraiment des ressources, bénévoles et donc là, je peux pas vous dire dans quelle agence en France, on aura cette capacité-là ou pas. CGV, c'est les conditions générales de vente. Mmh. Ah oui, oui, on demande, donc après, c'est plutôt, oui, avocat ou alors je pense à d'autres plateformes type Legal Start, ce genre de plateformes qui sont vraiment, spécialisées là pour le coup dans des conseils juridiques. Donc ils peuvent vous aider dans tout ce qui est choix de statut et cetera et donc je pense qu'ils ont un volet, aide à la rédaction. Je vais vous mettre, à la fin, je vous mettrai le site si vous voulez. Alors tac. L'acceptation d'un devis par email engage le client juridiquement? Oui, le mail est devenu une pièce légale opposable. Faut-il mettre les sujets? Non, pas obligatoirement. Après, ça dépend de votre activité. Si vous vendez sur la foire à marché des pulls verts, vous n'allez pas faire des CGV pour vendre des pulls verts. Donc, ça dépend vraiment de votre activité. Si rien n'est précisé en termes de délai de paiement, quel est le délai légal pour exiger le paiement? A priori, de base, c'est 30 jours en moyenne, en général, de ce qu'on utilise. La facture d'acompte est-elle obligatoire? Non, la facture d'acompte n'est pas obligatoire. La facture d'acompte, elle vous aide à certifier l'engagement de votre client à vous payer. Donc, elle n'est pas obligatoire. Après, quand les sommes engagées sont importantes et que vous avez beaucoup de frais à réaliser pour commencer à travailler, c'est mieux de le faire, mais il n'y a aucune obligation d'utiliser la facture d'acompte. Quelle est l'obligation de délai de réalisation de la prestation par l'entrepreneur? Ça dépend de ce qui est précisé dans le devis. C'est pour ça qu'il faut préciser les dates et les lieux d'intervention dans les devis. Si vous dites que vous allez intervenir aujourd'hui,
la semaine prochaine et que 6 mois après, vous n'êtes toujours pas intervenu, je pense que légalement, votre client peut se retourner contre vous. Donc il y a pas de délai il y a un délai de tolérance qui est en général le seuil de tolérance du client. Dans le cas d'un devis avec un acompte de 50% à régler tout de suite et le solde à payer à la réception, le client décide de régler le solde directement car c'est quelqu'un de proche de nous qui a totalement confiance au niveau du logiciel. Cela peut-il poser problème car la facture est déclarée en acompte plus solde? Non, c'est pas un problème. Après, si vous êtes passé effectivement par une facture d'acompte, une facture de solde, vous encaissez les deux le même jour, c'est pas problématique. Après, l'administration fiscale, ça ne tarde pas à ce genre de problème. Ce qui les intéresse, c'est ce qui n'est pas payé ou ce qui est payé sans être déclaré. Donc là, tout est payé et traçable, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Doit-on déclarer une prestation de moins de 80 euros, par exemple? Alors, déclarer, on doit déclarer même si on fait 1 euro légalement. Donc, si vous faites 1 euro de chiffre d'affaires, vous êtes censé le déclarer à l'URSSAF. Donc, moins de 80 euros aussi. En vente de gâteaux, vous allez me donner faim. On doit faire un devis pour un gâteau supérieur à 25 euros. Et oui, légalement, oui, c'est ça. Donc, si une personne vous fait une commande, vous devez lui faire un devis théoriquement. Alors, je sais qu'il y a des fois des règles administratives comme ça qui peuvent paraître complètement aberrantes sur vos activités. Voilà. Après, c'est pas beaucoup plus compliqué de faire un devis que de remplir la commande. Donc, ça peut être bien aussi pour vous. Ça sécurise votre activité en vrai. Pour une activité de conseil, on met une période à la place des dates de réalisation. Oui, après, quand je dis date de réalisation sur les devis, ça peut être une période, effectivement. Donc la date n'est pas obligée d'être à l'heure fixe et à l'heure près. Pour une mission de 6 mois payée en 2 fois, il faut prévoir 2 factures, ça dépend. Ça dépend. Je prends un exemple sur CoLAME, par exemple, sur notre logiciel. Vous pouvez émettre une seule facture qui considère les 6 mois de mission et faire un paiement en 2 fois sur cette même facture. C'est-à-dire qu'au bout de 3 mois, par exemple, vous faites un premier paiement partiel de la moitié et paiement du reste à la fin des 6 mois. Et du coup, ça incrémentera votre liste de compte à chaque paiement, mais vous n'aurez qu'une seule facture. Devis factures à conserver doivent-ils être contresignées? Non, il n'y a pas besoin d'être contresigné. C'est juste des pièces comptables que vous devez conserver, mais il n'y a pas besoin qu'elles soient contresignées. Est-ce qu'un bon pour accord via email égale signature de devis? Oui, comme je disais tout à l'heure, un email maintenant légalement ça engage. Donc si c'est bien l'adresse mail de votre client qui a répondu avec marqué bon pour accord, ça l'engage, oui. Globalement, ces règles sont-elles valables pour les associations non lucratives? Sur la devis facture, oui, c'est les mêmes règles. C'est valable pour toutes les structures qui peuvent être amenées à faire des transactions financières, qu'elles soient lucratives ou non lucratives. Alors pardon, attends, j'essaye de choisir parce que du coup voilà, le temps avance. Du coup, Oui, Axel, tu réponds très vite, donc c'est très chouette. Juste voilà, j'essaye j'essaie juste d'en de mettre faire un tout un, petit parce que j'ai vu qu'il y en tri, avait beaucoup. voilà, ouais, il y en a beaucoup. Donc tac, 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 j'essaie juste de voir celles qu'on n'a pas du tout prises, et alors, bah, celle-ci, elle a tac. Alors, j'ai une question intéressante de Noël, là, je vais la prendre pendant que tu cherches. Je vous la lis. C'est désolé, je reviens en arrière. Attends, je peux te l'afficher moi-même, remarque. Oui, tu peux, hein, publier si tu veux. Ouais, c'est Tac, ça. voilà, OK. Désolé, je reviens en arrière, mais on n'est pas obligé de faire un devis. On peut bien mettre une facture sans qu'il y ait eu de devis. Alors oui, vous pouvez mettre une facture sans qu'il y ait eu de devis. Le devis n'est pas obligatoire, sauf les conditions précisées tout à l'heure. Donc une prestation de plus de 150 euros, vente à distance, réparation. Là, il y a obligation de devis. Si vous vendez une bouteille d'eau à 350 euros, alors déjà, il faut trouver l'acheteur, ça c'est pas gagné, même si cette bouteille est magnifique. Vous n'êtes pas obligé de faire un devis avant pour la bouteille d'eau. Voilà, vous pouvez faire une facture directement dès qu'il y a vente. Et heureusement, parce que je ne pense pas que vous ayez beaucoup de concessionnaires auto qui vous fassent des devis avant d'acheter une voiture, par exemple. Du coup, là, je t'en ai réaffiché une autre. Ouais. Vous avez dit qu'une facture en Excel est interdite, mais si la facture est chargée en PDF pour le client, bon. Oui, ce qui est interdit, c'est de conserver les factures en format Excel. Effectivement, si vous avez votre modèle de facture en Excel et que vous l'éditez en PDF, voilà, ça peut passer. Après, faites bien gaffe aux numérotations de factures, à ce que tout soit bien en règle, parce que s'il y a un seul trou, c'est le meilleur moyen de se faire aligner par l'administration fiscale.
Dans le cas d'une perte de facture due à un événement grave, incendie, inondation, et qu'ensuite il y a un contrôle, comment ça se passe? Alors, si vous pouvez prouver qu'effectivement vos documents administratifs et comptables étaient à l'endroit où il y a eu le sinistre, il y a peut-être quelque chose à jouer. Sinon, l'administration qui vous contrôle vous dira: «C'est pas notre problème, vous avez qu'à faire une copie». Donc ils sont assez peu sympas sur ce genre de choses. Au début, si le CA est à 0, faut-il faire une déclaration URSSAF? Oui, vous devez faire une déclaration de chiffre d'affaires même si elle est à 0. Ce qui ne vous coûtera rien puisque les cotisations que vous payez, c'est un pourcentage de votre chiffre d'affaires. Un pourcentage de 0, ça reste à 0. Donc, faites-le parce que vous êtes obligé de faire une déclaration. Sinon, il faudra vous encourir 50 € de pénalité par déclaration non faite. Il me semble que c'est ça. Sur les factures de vie avec l'étranger, faut-il convertir les sommes dues entre les différentes devises? Oui, oui et non. C'est-à-dire que vous faites la facture, dans la devise de votre client final. C'est lui qui paye, donc c'est dans la devise de votre client final, a priori. Donc après, c'est à vous de faire la conversion, mais pas forcément sur le devis ou la facture. Si vous avez une facture en dollars, faut convertir après, au niveau de votre livre de compte en euros, mais vous ne les faites pas apparaître sur la devise facture. Ah, je viens de choper une question, excuse-moi. Qu'est-ce que la synchronisation bancaire? La synchronisation bancaire, c'est synchroniser votre compte bancaire dédié à votre activité avec le livre de compte, ce qui permet d'injecter plus rapidement les recettes et les dépenses que vous avez. Donc, ça permet de gagner du temps sur la tenue du livre de compte. Peut-on se faire régler une prestation visio en amont de la prestation? Je vous conseillerais même de le faire parce que si vous le faites après, rien n'empêche la personne de ne pas payer et que vous ayez quand même fait la prestation en visio. Donc, moi, je vous conseille de faire le paiement pour accéder à la visio. Donc, obligé de passer par un logiciel d'édition gestion de devis pour la facture des devis, sinon prendre format papier, c'est ça. C'est ça. Ou format, comme disait, je sais plus qui tout à l'heure, sur les Excel exportés en PDF. Après, personnellement, étant prêché pour ma paroisse qui est Cola-ME, je trouve que c'est un peu compliqué de faire avec un Excel, de mettre en PDF, enfin, de transformer en PDF après, de bien s'assurer que tous les numéros de facture, enfin, c'est une perte de temps assez énorme quand on a des logiciels performants sur le marché, dont certains gratuits, quoi. Alors, celle-ci, on l'a vue. Donc, je vous disais, hein, là, je vois des questions passer sur les seuils de TVA, les micros, etc. On va avoir un sujet, voilà, dédié d'ici 2 semaines. Donc, voilà, là, on va rester concentré. On va peut-être prendre deux dernières questions. Ouais. Alors, donc, synchronisation bancaire, tu as répondu. Tac, tac, tac. J'essaie de. Donc, pareil, je vois une question sur l'ACRE. On a une conférence dans le 3 octobre avec Pôle emploi qui pourra tout vous expliquer. Alors, sur l'ARS, mais aussi sur l'ACRE, on fait une petite partie. Et je pense. Non, alors pas. Impôts et taxes. Et ça, pareil, sur l'ACRE, sur la chaîne YouTube de l'ADI, on en parle. Et sur nos fiches pratiques aussi. Donc, n'hésitez pas à regarder. Tac, pareil, déclaration URSSAF. Hop, bon. Voilà, on va prendre cette dernière question. Alors, si j'ai bien compris, si je vends dans une boutique en ligne des produits artisanaux dont le prix est supérieur à 150 €, je devrais faire un devis. Alors, non, ça dépend ce que vous entendez par produits artisanaux. Si c'est un produit que vous construisez pour le mettre en vente une fois fini, vous vendez un produit fini, donc vous faites une vente, vous ne faites pas une prestation artisanale. Donc, quand on parle de prestation, c'est vraiment s'il y a transformation de quelque chose. Donc, ça peut être une prestation de conseil, mais ça peut être aussi une prestation manuelle sur quelque chose. Mais si vous vendez des produits artisanaux, c'est pas de la prestation de service, c'est plutôt c'est dans le cadre de la vente et du coup, vous devez pas faire un devis. Et donc, une dernière question de Géraldine qui demande si on passe à la version de Koala gratuit à la version pro, est-ce qu'il y a un suivi de compte? Alors, suivi de compte, c'est-à-dire? Est-ce que, mettons, les factures créées, le compte reste le même, en fait. Enfin, voilà, il y a une traçabilité. Bien sûr, de toute façon, quand vous faites des devis et des factures sur Koala ME, vous pouvez toujours y accéder pendant 3 ans jusqu'à votre dernière connexion.
Donc si vous faites ce travail pendant 6 mois avec Cola ME, que vous ne connectez pas pendant 2 ans et demi, au bout de 2 ans et demi, vous revenez, vous avez toujours vos données qui sont sur l'application et accessibles. C'est qu'au bout de 3 ans que nous, on est obligé de les effacer. Mais avant de les effacer, on va enverra un mail pour vous dire attention, on va être obligé d'effacer vos données. Donc à ce moment-là, vous reconnectez, ça reprend pour une période de 3 ans. Donc c'est accessible, que ce soit en pro ou en gratuit, ça reste la même base de données. Donc les données sont enregistrées de la même manière, donc vous pouvez toujours y accéder. Super. Bah, écoute Axel, merci beaucoup. Et avec plaisir. J'espère qu'on a fait voilà, le tour de nombreuses questions. Voilà, du coup, je te laisse peut-être Oui, bah après, si vous avez voir d'autres si tu veux. questions, vous pouvez vous rendre sur le site Coala.me. On a une petite bulle de chat en bas à gauche qui est reliée directement à notre équipe. Donc, n'hésitez pas, si vous avez quelques questions à poser, à aller sur ce média-là pour en échanger. On essaye d'être réactif. Après, je ne vous cache pas que si tout le monde vient d'un coup, là, je vais avoir du mal à répondre. Mais voilà, n'hésitez pas à revenir dessus. Et puis, encore une fois, pour les webinaires, tu disais, Clara, qui est disponible sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à Voilà, aller. je vous ai mis le lien dans le chat pour le YouTube de l'ADI. Et vous avez aussi un YouTube, Voilà, tu me disais tout à l'heure. c'est Voilà. ça. Nous aussi, on a une chaîne YouTube sur Coala.me où il y a plus nos web flash et on vous laisse, ceux qu'on fait ensemble, on les laisse publier sur votre chaîne à vous. Parfait. Et bah super, bah merci à tous les participants. Merci pour vos Merci beaucoup. questions. J'espère que voilà, ça vous a été utile. Et puis si vous voulez voilà, creuser le sujet plutôt impôts et taxes en micro-entreprise, et ben on peut retrouver Axel D'accord. le 6 octobre, pardon, je vais y arriver, à 14h30 pour plutôt un sujet sur les impôts et les taxes. Voilà. À très bientôt. Bel après-midi à tout le monde. Très bonne fin de journée, au revoir.